Merci de cette invitation. On a un partenariat de long terme, désormais avec le collège. Et donc, je suis particulièrement ravi d'être là et de pouvoir ajouter aux mots que j'ai entendus. Je n'ai malheureusement pas entendu ce que Gaëtan a dit au début, mais c'est sûrement très bien. Mais je suis ravi de pouvoir ajouter quelque chose de mon point de vue et d'ajouter peut-être un petit discours sur le fait que les prochaines 5 années après les élections européennes du 26 mai vont être des années après ces élections qui vont nous demander de donner des réponses à quelques défis qui sont un peu nouveaux, qui n'étaient pas les défis qu'on avait auparavant. Donc je veux citer ces défis et dire comment cette législature européenne qui s'ouvre a le devoir de donner des réponses à ces défis. Si elle ne donne pas de réponse à ces défis, moi qui suis euro-optimiste, comme vous, madame, par définition, j'ai grandi entre Pise et Strasbourg. J'ai eu la chance de m'occuper d'Europe dans mon activité politique. Je m'occupe d'Europe dans mon activité académique. Et j'ai eu le grand honneur d'être, qu'on m'ait demandé de devenir le président de l'Institut Jacques Delors. Donc je suis un homme heureux. Je fais et je m'occupe de ce que j'ai toujours aimé. Mais dans cet optimisme, je sais et je vois les difficultés qu'on a dans nos sociétés aujourd'hui et surtout le clivage que nos sociétés voient avec une partie importante de nos sociétés qui ne voit pas de bénéfice à participer à l'aventure européenne. Une partie de nos sociétés qui se voit à la marge de l'aventure européenne. Une partie de nos sociétés qui voit l'aventure européenne comme quelque chose pour les autres, pas pour eux. Et je pense que c'est surtout à ce défi qu'il faut adresser. Alors je cite quelques-uns de ces sujets. Et je vais me laisser 5 minutes à la fin pour toucher le sujet qui m'intéresse le plus aujourd'hui, qui est le sujet de la technologie. Je le dis pour le tableau. Je vais parler du smartphone à la fin. Premier point, on sort d'une phase dans laquelle l'Europe a discuté sur la possibilité d'être sans un pays, le Royaume-Uni. On n'a pas encore compris comment ça va se terminer, mais qu'est-ce que la sortie du Royaume-Uni pourrait changer dans quelques-uns des domaines qu'on a devant nous? Je cite le grand sujet de la fiscalité et le grand sujet des impôts, parce qu'aujourd'hui, on comprend tous que le problème du désamour d'une partie de nos peuples vers l'Europe est un désamour lié aux inégalités croissantes en Europe. Et les inégalités sont liées en bonne partie à une question d'inégalité dans les opportunités d'éducation et d'inégalités croissantes dans l'aspect social des revenus. Et on sait tous très bien que l'Europe se trouve dans la pire des situations de ce point de vue-là. Quand je pense qu'en Europe, aujourd'hui, année 2019, on a des paradis fiscaux, ou des presque paradis fiscaux à l'intérieur de l'Europe, je pense qu'il faut cibler sans aucun doute et avec détermination le grand problème. Quand on est dans le même marché, on a la même monnaie et on a des paradis fiscaux à l'intérieur, à la fin, rien ne marche. Alors je pense que la prochaine législature européenne doit adresser ce sujet, doit résoudre définitivement ce problème. Il est impossible pour chaque pays, pour tout pays européen, d'avoir une politique contre les inégalités si on continue à avoir à l'intérieur, à 200 km, 300 km de Paris, des paradis fiscaux qui, naturellement, avec la mobilité des capitaux aujourd'hui, rendent impossible toutes sortes de réponses d'autres manières. Je cite ce point-là, de mon point de vue, c'est un point essentiel, fondamental, exactement pour adresser cette question des inégalités. Deuxième grande question est liée à la question environnementale. Nous avons eu une législature importante sur ce sujet. La conférence de Paris, la COP21, a été, disons, la pointe de l'iceberg de grandes et très importantes
réalisation. La prochaine législature sera peut-être plus importante que ça, parce que les choix et les engagements de la COP 21, pour le moment, ne sont pas appliqués. Et on a tous l'impression que c'est un grand succès politique. Maintenant, il faut que ça devienne concret, ça devienne du concret. Mais on a tous surtout l'obligation de faire en sorte que l'Europe, comme le pape nous a demandé de faire, soit dans le monde entier le leadership sur ces sujets. On a le premier pape non européen de l'histoire qui demande à l'Europe de s'unir pour avoir du leadership pour le reste du monde. Il a raison. L'environnement est un sujet majeur, il est en train de mobiliser nos jeunes. C'est un bonheur de les voir mobilisés sur ce sujet. C'est un des sujets sur lesquels on peut tomber amoureux de l'Europe. Et je pense que c'est le sujet, peut-être Gaëtan peut nous en dire quelque chose de plus, mais dans les consultations citoyennes, de ce que j'ai su, ça a été le sujet sur lequel on a plus discuté, l'environnement. Et on sait tous très bien que l'Europe est à l'avant-garde. Et elle est à l'avant-garde sur deux tendances qui sont très intéressantes, parce que c'est vraiment la raison pour laquelle l'Europe est importante. La première tendance, à notre intérieur. Je parle de mon pays, je ne veux absolument pas me permettre de parler de la France. Mais mon pays à moi, c'est un pays dans lequel toute règle juridique de défense de l'environnement est issue d'une obligation communautaire. Ce qui peut-être veut dire que s'il n'y avait pas d'Europe, on ne serait pas si à l'avant-garde sur les règles européennes, sur les règles de l'environnement. Et pourquoi ça? Parce que dans les pays du Sud, l'environnement n'a jamais été la priorité pour des raisons climatiques, géographiques. L'environnement est surtout une histoire scandinave, les règles sur l'environnement. Mais c'est naturel. Ils ont dû et ils combattent pour vivre avec un environnement hostile. Et donc, quelle est la grandeur de l'Europe? Prendre les règles meilleures parmi nous et les rendre les règles de tous. La force de l'Europe, c'est d'avoir à l'intérieur des pays qui ont une expertise sur ce sujet, qui est devenue l'expertise européenne. Et aujourd'hui, on a des règles à l'avant-garde grâce à l'Europe. Mais il y a l'autre sujet, la dimension mondiale. Ce n'est pas nous les pollueurs du monde, on le sait très bien. Les pollueurs du monde, c'est des autres. Et nous, on est à 15% des émissions du monde, peut-être. Mais le restant, 85%, c'est le reste du monde. Et il faut obliger le reste du monde à avoir des règles et à appliquer des comportements différents. Et on peut le faire seulement avec l'Europe unie et leader qui soit capable de le faire. Regardez les accords de Paris. Trump sort des accords de Paris, mais grâce à l'unité et au leadership européen, il sort seul. Dites-moi une autre grande décision mondiale dans laquelle la décision du président des États-Unis le laisse seul. Parce que les autres, sous le leadership européen, prennent une autre décision. Mais c'est à cause de l'unité des Européens. Les Chinois, les Indiens, les Coréens n'auraient pas fait ce choix si l'Europe n'avait pas été unie. Je cite ce point parce que là, on comprend l'importance stratégique et en fait la parole du pape sur ce sujet, la responsabilité de l'Europe. Il y a le troisième grand défi, c'est un des autres grands défis qui nous amène à la parole, à la pensée de Jacques Delors, c'est l'Europe sociale. Si la crise des 5 années qu'on a derrière nous, ou bien des 10 années qu'on a derrière nous, a été une crise surtout sociale, qui a changé, qui a basculé, bien, on sait très bien qu'il faut donner une réponse au niveau européen dans laquelle la société, le social, adresser les problèmes qui sont liés aux problèmes de nos sociétés, la question du welfare, la question liée au vieillissement de nos peuples. Je vous cite seulement le fait qu'en Allemagne et en Italie, 23 et 21% de la population de ces deux pays a plus que 65%. 65 ans.
Et ça va bouger, parce que ou bien on accueille des immigrés, ou bien on double le nombre d'enfants qui naissent. Et ce qui m'agace de mon pays, c'est qu'on ne veut ni l'un ni l'autre. Et c'est vraiment suicidaire. C'est suicidaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que l'Europe doit se mêler sur ces sujets? Le fait que dans nos sociétés, dans la partie rurale de nos sociétés, la perte de services publics, la perte de repères, de lieux où avoir le service public est devenue une des raisons majeures pour lesquelles les gens ont pensé que l'Europe est négative pour eux à la fin. C'est très facile d'entendre, à cause aussi du manque de responsabilité des leaders locaux, de se dire, bon, on ferme l'hôpital à cause de l'Europe. On ferme le service, on change les services de bus et on élimine des courses à cause des règles financières de l'Europe. Et je pense qu'on est allé trop loin dans ce jeu et il faut absolument changer dans tout ça. Il y a dans le mot Europe sociale la question du travail, de l'assurance, chômage, de tous ces sujets. Je pense que la prochaine législature doit donner des réponses là-dessus. Mais je suis arrivé à mes dernières 5 minutes et donc je parle du smartphone. Pourquoi je veux parler du smartphone? Et excusez-moi si je casse un peu en vous demandant de participer au débat. Je casse un peu, disons, le rôle académique que vous m'avez donné. Pourquoi aujourd'hui la question du smartphone est si importante que ça? Pour une raison technologique et une raison philosophique, ensemble. Et tout ça me lie à la parole du pape. Le rôle, la mission de l'Europe, sur un sujet pour lequel il n'est pas tout de suite évident de lier tout ça, et de le lier aux élections européennes, à la prochaine législature européenne. Mais en vérité, c'est bouleversant le changement qu'on est en train de vivre. La première fois que j'ai mis les pieds dans ces locaux, il y a 4 ans, j'aurais même pas pensé au sujet dont je suis en train de vous dire quelque chose. Le changement est là et même la pensée juridique n'est pas prête. On a perdu, on le sait, la course sur la technologie. Sur beaucoup de sujets, sur le mobile, c'est évident. Il y a 10 ans, dans cette salle, j'aurais demandé qui a un mobile européen, un Nokia, et il y aurait eu probablement un tiers de la salle qui aurait levé la main. Si je vous demande aujourd'hui qui, comme moi, a un téléphone californien, américain, un Apple, qui est-ce qui lève la main? Si maintenant je vous demande qui a un téléphone mobile coréen, un Samsung, et si je vous demande maintenant qui a le téléphone mobile chinois, Huawei, bon, la salle est pratiquement complète. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un Nokia? Il y a des Nokia, voilà. Applaudissements aux Nokia dans la salle. Pourquoi j'ai fait ce petit sondage? Parce qu'on a perdu clairement le match de la technologie. On l'a clairement perdu. Sur un sujet, je souligne ce point-là, sur lequel le mobile n'est pas une lave-vaisselle. Ce n'est pas une technologie neutre. Le mobile est devenu, pour la première fois de l'histoire de l'homme, la existence d'une deuxième identité de la personne. Le mobile est mon double. Si quelqu'un entre dans mon mobile ou dans votre mobile, il est capable de savoir tout sur ma personnalité, sur mon identité. Il sait avec qui je parle, quel site je visite, comment je conduis la voiture, bien, mal, tout. Et dans nos vies,
on n'a jamais eu rien de pareil. Moi, en parlant, j'ai la chance de vivre ces 4 ans à Paris, j'ai eu la chance de vivre avec les jeunes. Et en parlant avec les jeunes vingtenaires aujourd'hui, je leur dis la différence entre ma génération et la vôtre, c'est que vous êtes beaucoup mieux que nous sur le numérique, vous êtes smart, vous êtes tout, mais attention, nous, on pouvait faire toutes les bêtises qu'on voulait, il n'y avait aucune trace des bêtises qu'on faisait. Vous, chaque bêtise que vous faites, il y a une trace, parce que vous postez tout ce que vous faites. Et attention, parce que moi, quand j'ai fait mon premier colloque de travail, d'embauche, la personne que j'avais devant moi, c'était ma parole, mon sourire, ma sympathie ou mon antipathie, les 3 lignes qu'il y avait sur mon CV. Point. Aujourd'hui, dans un colloque d'embauche, je vais regarder ce que le type a posté pendant les dernières 5 années. Et je sais vraiment qui c'est. Et s'il a fait une bêtise, cette bêtise peut lui coûter le job. Mais il y a quelque chose de plus que ça, on le sait très bien. Les guerres du futur vont être combattues non pas pour les frontières, non pas pour le pétrole, comme ça a été le cas dans les années passées, mais elles vont être combattues pour la propriété et l'exploitation des données personnelles qui sont contenues là-dedans. Avec ces données, si vous les mettez tous ensemble, vous pouvez gagner des campagnes électorales, vous pouvez organiser des campagnes de marketing gagnantes, vous contrôlez les marchés, vous faites du blackmail pour les personnes, les organisations, les nations. C'est le vrai nouveau pouvoir. Et si c'est le nouveau pouvoir, on est aujourd'hui complètement dans le Far West des règles. Au niveau mondial, rien n'existe. Et nous tous qui sommes ici, nous avons nos données personnelles stockées quelque part à Cupertino, les miennes et celles d'entre vous qui avez Apple, ou à Séoul, ou à Pékin. Et franchement, je le dis très franchement, je n'ai aucune confiance dans un emploi fair, correct de ces données. Je pense que les leaders, les dirigeants, les propriétaires des grandes high-tech, entre un profit et la nécessité de protéger l'identité de quelqu'un d'entre nous, ils n'auront aucun doute sur le choix à faire. Ça a déjà été le cas dans beaucoup d'exemples. Ils seront obligés seulement s'il y aura des règles à les obliger. On ne peut pas s'attendre que ce soit la générosité ou une question de réputation. On a déjà vu le scandale Cambridge Analytica avec Facebook. Je trouve que c'est un scandale incroyable, incroyable. Et ça, c'est pour le côté américain, donc pas de règles, parce que l'industrie high-tech doit courir. On ne peut pas mettre les bâtons dans les roues. Mais le côté chinois, c'est même pire, parce que c'est l'idée que l'État entre à travers ces données et crée un espèce de contrôle de la société. Donc la sécurité de la société à travers la possibilité invasivement d'entrer dans les données et donc dans la vie des personnes. Et je termine sur ce point-là, parce que là, c'est la raison fondamentale pour laquelle l'Europe unie est fondamentale pour le futur. Parce que pour nous, les Européens, ni l'approche américaine, ni l'approche chinoise a rien à faire avec notre philosophie et nos valeurs, qui sont celles de dire que si le double, qui est le téléphone mobile, est ma personne, il doit être protégé comme ma personne, et son identité est protégée. Et je pense que ce sujet aujourd'hui est essentiel, fondamental. C'est le sujet sur lequel l'unité des Européens peut obliger les autres à tenir des règles, parce que pour nous, la protection de la personne est fondamentale. Moi, j'accepte que l'État me sanctionne si je casse des règles. Je n'accepte pas que l'État entre dans moi-même, dans la façon que je disais. Et attention, parce que ce n'est pas seulement la deuxième identité du mobile. Il va y avoir un troisième double de moi-même. Ça veut dire la machine, l'intelligence artificielle qui va faire les choses pour moi dans quelques années.
Et dans tout ce monde-là, ce n'est pas de la science-fiction que je suis en train de faire, c'est de la réalité. Moi, la raison pour laquelle, et je termine là-dessus d'une façon peut-être un peu forte, mais je pense que c'est le moment des discours forts, la raison pour laquelle je veux que l'Europe s'unisse davantage, c'est que je ne veux pas que moi-même, mes enfants, nous grandissions dans un monde dans lequel chacun de nos pays, tout seul, sans d'Europe forte à nous unir, à nous rendre influents dans le monde, que chacun de nos pays, à la fin de tout ça, finisse par devoir décider si être une colonie américaine ou une colonie chinoise. Moi, je ne veux être ni une colonie américaine, ni une colonie chinoise. J'aime les Américains, j'aime les Chinois, mais je suis italien et je veux être européen. Merci.